Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour la première vidéo de cette chaîne, je voulais vous parler de ce que c'est une espèce. Ah oui, j'oubliais, la petite tête que vous voyez dépasser ici, c'est celle de Raoul, qui sera mon binôme tout au long de cette vidéo. Sur Terre, on trouve une grande diversité d'organismes vivants. Certains sont microscopiques, d'autres beaucoup plus gros. On trouve aussi une grande différence au niveau de la forme ou du mode de vie. En fait, le vivant est très riche et complexe, et pour pouvoir le décrire, l'homme a mis en place un système qui permet de l'organiser en différents groupes, qu'on appelle taxons. Chaque taxon, en fait, regroupe des organismes vivants qui possèdent des caractéristiques en commun. Et les taxons sont classés en différents niveaux, un peu à la manière de dossiers et sous-dossiers d'un ordinateur finalement. Plus on avance dans les sous-dossiers, et plus le degré de ressemblance entre les individus va être important. Le niveau le plus haut, c'est le règne. Alors là, vous voyez, on a séparé les animaux, les végétaux, les champignons, les bactéries. Et au fur et à mesure qu'on va descendre dans les niveaux, le tri va s'affiner. Si on prend les animaux, on va ensuite séparer les insectes des autres animaux. Dans le niveau en dessous, on va regrouper les individus qui ont des becs et des ailes ensemble, chez les oiseaux. Les individus qui allaitent leur progéniture vont être regroupés chez les mammifères, et ainsi de suite, jusqu'à finalement arriver au dernier niveau, au taxon de base, qui est l'espèce. Une espèce, c'est donc un groupe d'individus qui possèdent des caractères en commun. Et quels sont ces caractères justement ? Il y a tout d'abord la ressemblance, qui est le premier critère qui a été utilisé pour définir une espèce. En fait, on considère que deux individus qui se ressemblent ont plus de chances d'appartenir à la même espèce. Oui, c'est vrai, Raoul, t'as raison. Il faut être prudent avec ce critère parce qu'il marche pas tout le temps. Déjà, on peut parler du dimorphisme sexuel. En fait, il s'agit de la différence morphologique, c'est-à-dire la différence d'aspect entre un mâle et une femelle d'une même espèce. Comme exemple, on peut citer le canard colvert, avec une différence de plumage très marquée entre le mâle et la femelle, ou encore le lucane cerf-volant, qui, je trouve, illustre plutôt bien ce dimorphisme sexuel. Mais il n'y a pas seulement le dimorphisme sexuel qui met à mal ce critère de ressemblance. Chez certaines espèces, on trouve en effet une grande différence entre les individus jeunes et les individus adultes. Finalement, c'est un peu comme des Pokémon. Les individus évoluent au fur et à mesure du temps. La chenille, par exemple, va se transformer en chrysalide, puis en papillon. On a 3 formes différentes pour une seule et même espèce. Inversement, on va trouver des individus qui se ressemblent beaucoup et qui pourtant appartiennent à des espèces différentes. Bon, vous l'aurez compris, la ressemblance, ça suffit pas pour définir une espèce. Mais heureusement, il y a d'autres critères, et le prochain dont je voulais vous parler, c'est l'interfécondité, c'est-à-dire la capacité de deux individus à se reproduire. Avec ce nouveau critère, on considère que deux individus qui arrivent à avoir une descendance viable et fertile sont de la même espèce. Et oui, ce critère aussi a ses limites, puisque premièrement, il ne marche pas pour des espèces qui ont disparu. En effet, on n'a aucun moyen de savoir si ces deux individus pouvaient se reproduire entre eux. Deuxièmement, on peut parler des hybrides. Un hybride, c'est un être vivant qui est issu du croisement entre deux individus d'espèces différentes. On connaît tous au moins un hybride, c'est la mule ou le mulet, qui est issu du croisement entre un âne et une jument. Le mulet par contre est stérile, c'est-à-dire qu'il est incapable de se reproduire, et ça c'est lié à la trop grande différence génétique entre ces deux parents. Mais on peut trouver des hybrides fertiles, aussi bien chez les plantes que chez les animaux. Et je voulais vous parler d'un cas en particulier, c'est celui du pisli, qui est un hybride entre un ours polaire et un grizzly. Cette hybridation, elle a d'abord été observée en captivité, puis c'est en 2006 qu'on a identifié le premier pisli sauvage. Et un peu plus tard, on a observé un pisli de deuxième génération, c'est-à-dire un pisli descendant d'un autre hybride. Le pisli serait donc fertile, ce qui remet en question en fait ce critère d'interfécondité, puisque comme l'ours polaire et l'ours brun sont considérés comme deux espèces différentes, elles ne devraient pas pouvoir donner de descendance fertile. Cet exemple du pisli me permet de rebondir sur le troisième critère dont je voulais vous parler, qui est l'isolement génétique. On parle d'isolement génétique lorsque deux populations d'une même espèce ont peu de chances de se reproduire. La conséquence, c'est que ces deux populations qui n'échangent plus de gènes vont pouvoir évoluer indépendamment l'une de l'autre pour donner, à terme, deux espèces différentes. Donc les scientifiques considèrent aujourd'hui que deux populations qui se ressemblent et qui sont interfécondes, elles vont quand même constituer deux espèces différentes si elles sont isolées génétiquement. Un des facteurs qui peut conduire à l'isolement de deux populations, c'est une barrière géographique, c'est-à-dire une séparation physique entre les deux populations. Ce critère non plus n'est pas parfait et reste assez subjectif finalement, puisque comment savoir avec certitude que deux populations sont suffisamment isolées l'une de l'autre ? En fait, c'est aux scientifiques de décider.
Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos ours. L'ours polaire et l'ours brun sont issus d'un même ancêtre commun, c'est-à-dire qu'ils sont les descendants d'une autre espèce d'ours qui n'existe plus aujourd'hui. À partir de cet ancêtre commun, on suppose qu'il y a deux populations qui se sont retrouvées isolées l'une de l'autre, qui ont évolué chacune de leur côté pour donner les deux espèces d'ours qu'on connaît aujourd'hui. On a des différences assez marquées entre l'ours polaire et l'ours brun. Déjà en termes d'habitat, l'ours polaire occupe la banquise, tandis que le grizzly occupe la forêt et les zones côtières plus au sud. On peut aussi noter des différences au niveau du comportement. Par exemple, le grizzly hiberne, tandis que chez l'ours polaire, seule la femelle gestante adopte ce comportement. Tout ça, ça constitue des barrières à la reproduction. Autrement dit, on a un isolement génétique, donc en théorie, ces deux espèces ne pourraient pas se reproduire. Mais c'était sans compter sur le changement climatique, et oui, encore lui, qui a eu pour conséquence en fait un recul de la banquise, ce qui fait que le grizzly a pu s'aventurer sur des territoires plus au nord, dégagés de la glace, et c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec l'ours polaire. Le changement climatique, finalement, il contribue à faire disparaître cette barrière géographique entre les deux espèces, et comme celles-ci restent proches génétiquement, puisqu'on vient de voir qu'elles sont issues du même ancêtre commun, elles arrivent toujours à avoir une descendance fertile. J'ai passé un peu de temps sur cet exemple du pisli, mais je trouve que ça illustre bien la complexité qu'on a à définir une espèce. Mais comme on l'a vu en début de cette vidéo, la notion d'espèce, c'est nous qui l'avons créée pour décrire le vivant, pour décrire la nature. Mais c'est pas la nature c'est plus complexe que ça. Ce que l'histoire du pisli nous raconte aussi, c'est qu'une population, elle peut être définie comme une espèce pendant un laps de temps fini. Le vivant n'est pas figé, il est en perpétuelle évolution. Une espèce peut apparaître, une autre peut disparaître, soit à cause d'une extinction, soit parce qu'une barrière génétique disparaît. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, et je vous laisse avec cette citation. Dans la nature, il n'y a pas d'espèces, il n'apparaît que des barrières de reproduction. Les espèces, c'est nous qui les créons à partir d'un modèle théorique.